au moins ficelé actuellement le module de diabétologie. Et dans cette séance, on va entamer directement la conduite à tenir. Ça veut dire le traitement du diabète d'une façon générale et la stratégie thérapeutique. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est-à-dire, quand on est devant un diabétique, comment on va se comporter. Donc, on est obligé de faire au moins un petit passage. On a déjà discuté ça dans la généralité du diabète. Le diabète de type 2, c'est une maladie évolutive. Quand je dis évolutive, ça veut dire elle fait des années pour avoir le diagnostic définitif du diabète de type 2. Mais comme vous voyez ici, le diabète de type 2, au moment où on fait le diagnostic, il y aura au moins 50% des cellules qui sont déjà bousillées. Ça veut dire on a devant nous uniquement la moitié du capital cellulaire qui reste pour qu'il soit fonctionnel. Ça veut dire on est passé par une intolérance au glucose. Là, on peut faire des glycémies postprandiales qui sont élevées et passer inaperçues. Et puis après, on a une intolérance au glucose vrai, soit on a une glycémie postprandiale élevée, soit une glycémie à jeun élevée, mais passée inaperçue. Ce n'est qu'après 50% de destruction cellulaire qu'on aura le diagnostic. Ça veut dire on est obligé de faire le maximum pour traiter le malade afin d'éviter de détruire le reste des cellules. Donc, physiopathologiquement, pourquoi j'ai fait au moins 2 ou 3 slides de physiopathologie? Parce que le traitement découle de la physiopathologie. Si on comprend bien la physiopathologie du diabète, on traite bien notre malade. Ça veut dire, donc j'ai dit, c'est un trouble hétérogène chez le diabétique. On a le primo mauvais, c'est l'hyperglycémie pour diagnostiquer un diabète. Ça veut dire, c'est une définition biologique. Quand le malade il est devant nous, il a ramené un bilan, il a une glycémie à 2 grammes à n'importe quel moment, ou une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26. Ça veut dire qu'on est devant une hyperglycémie. Cette hyperglycémie physiopathologique, on a soit un défaut de la sécrétion d'insuline, en quantité ou en qualité, qui va être à l'origine de la glycotoxicité, soit on est devant une insulinorésistance qui peuvent être à l'origine de cette glycotoxicité. Et cette insulinorésistance, elle est vue chez qui? Elle est vue chez les obèses. Ça veut dire soit obésité, soit en surpoids, avec des facteurs environnementaux qui peuvent accélérer le passage à la glycotoxicité avec bien sûr une prédisposition génétique qui va aggraver les choses. Donc, les mécanismes multiples et évolutifs de la maladie, cette hyperglycémie, soit, j'ai dit tout à l'heure, soit la destruction des cellules bêta qui ne sont pas fonctionnelles, il nous donne une quantité d'insuline qui est abaissée avec puisque l'hyperglycémie et on a l'insulinorésistance, et cette hyperglycémie, on a une insulinorésistance, ça veut dire la glycémie qui est élevée au niveau du sang, donc elle ne peut pas passer quand elle est en excès au niveau des muscles, parce qu'on a une diminution de recaptage. Le muscle ne capte pas l'excès de glucose parce qu'il n'y a pas d'insuline suffisante pour améliorer cette insulinorésistance. De même, au niveau du foie, on a une anomalie de l'insulinorésistance au niveau du foie. Donc, le foie, pour elle, l'organisme, il souffre, il n'y a pas de glycémie. Donc, elle va continuer à hyperproduire donc, de la glycémie. Et du coup, on a une exagération de cette hyperglycémie. Regardez les multiples anomalies physiopathologiques chez le diabétique. On n'a pas uniquement l'insulinorésistance, on n'a pas uniquement une insuline qui est abaissée, c'est-à-dire le défaut des cellules du pancréas. On a même une anomalie au niveau des cellules alpha avec une augmentation du glucagon. On a à côté de l'hyperproduction hépatique de glucose, on a l'anomalie de la régulation au niveau du cerveau parce que la prise alimentaire qu'elle est perturbée. D'ailleurs, on la voit dans notre pratique courante, quand le malade est diabétique, il est affamé pour qu'il mange les sucreries, il y a une polyphagie, donc il n'y a pas de frein pour manger. En plus, l'augmentation de la réabsorption, même le rein, il est ajouté comme problème dans la physiopathologie du diabète.
et aussi les adipokines, le tissu adipeux, qui peut entraîner une perturbation de cette glycémie. Et du coup, regardez les adipokines. Oui. Est-ce que la présentation est bloquée? Est-ce que vous n'avez pas bougé les slides ou c'est pas Comme bougé ça, il est seulement? bloqué. Ah oui, on voit que le premier slide du traitement du diabète de type 2. Ah bon? Comme ça, c'est bon? Non, ça n'a pas bougé. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que vous voyez dans les slides? Alors, les mécanismes multiples et évolutifs. Des mécanismes multiples et évolutifs. Et pour le moment? Le même slide. Je vais bouger et je vais voir. Est-ce que c'est bon? Non, C'est bon? non, on est sur le même slide. Donc, ça ne bouge pas. Donc, je vais rester dans les... voilà. Comme ça, c'est bon? Non, non plus. Comme ça, Non, ça bouge pas. On ça est bouge sur le même slide. pas. D'accord. Comme ça. Non plus. Pas du tout. Vous voyez maintenant, c'est la première plaque. Ce qu'on voit maintenant, c'est un trouble hétéro. Oui, c'est la première plaque. La première plaque, le traitement du diabète de Oui. type 2 et stratégie thérapeutique. Et Oui, donc, je vais laisser comme ça, je ne vais pas faire diaporama. d'accord. Donc, comme vous voyez là, donc on va entamer le traitement du diabète de type 2 et la stratégie thérapeutique. Donc, c'est la stratégie thérapeutique. Donc, on voit bien que le diabète, c'est une maladie évolutive. J'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas reprendre tout. Ça veut dire le moment où on fait le diagnostic du diabète, ça veut dire on a 50% des cellules qui sont bousillées. C'est-à-dire les 50% des... Vous voyez la flèche? Oui. Comme ça? Vous voyez? Oui. Parce que je dois expliquer avec la flèche. D'accord. Donc, le diabète de type 2, donc on a déjà 50% au diagnostic de cellules qui sont détruites. Parce qu'on a avant une intolérance au glucose. Avant l'intolérance, on a une tolérance au glucose normale. Ça veut dire la glycémie en elle est normale, mais la glycémie postprandiale, elle est anormale. Donc, on a devant nous 12 ans de perturbations métaboliques sans avoir une idée sur ça. Ça veut dire donc qu'il faut traiter intensivement le traitement, il ne faut pas attendre plus pour épargner ces cellules restantes. On va entamer la physiopathologie parce que le traitement, il découle de la physiopathologie. Pourquoi? Parce que j'ai dit la fois passée, l'hyperglycémie, vous voyez les slides? Oui, on voit les slides. Voilà, pour ne pas reprendre, parce que j'ai... Oui. Donc, l'hyperglycémie de diabète de type 2, ils ont deux troubles qui sont primordiaux. On a les déficits de l'insulinésécrétion, on a l'insulinrésistance qui peuvent être à l'origine de la glucotoxicité, mais à côté de l'obésité et les facteurs environnementaux. Donc, ces facteurs-là, ils sont à l'origine de ces perturbations. Et du coup, le traitement, il dépend de cette physiopathologie, puisqu'on est devant une hyperglycémie. Ça veut dire et on a une sécrétion d'insuline qui est basse. Et puisqu'on a une insuline qui est basse, le foie, il est insulino-résistant, il va encore majorer la production de glucose et on va avoir une hyperglycémie qui va être aggravée. En plus, même le glucose qui est en excès dans les cellules, on a une diminution du captage de glucose, c'est-à-dire la pénétration de glucose ne se fait pas. Mais malheureusement, il n'y a pas uniquement ces perturbations. Regardez les mécanismes multiples. À côté de cette insulinorésistance, à côté de cette insulinosécrétion basse, à côté de cette hyperproduction hépatique, regardez, on a une anomalie de la prise alimentaire. C'est pour cette raison qu'on a chez les diabétiques la polyphagie comme signe cardinaux en plus de syndrome polyuro-polydipsique. Et à côté, on a le rein qui est ajouté dans la physiopathologie du diabète parce qu'on a une augmentation de la réabsorption de glucose et on a une augmentation de la lipolyse et de la dépolyse, c'est-à-dire même le tissu adipeux, le rein et l'intestin se sont surajoutés
au niveau de la physiopathologie de l'hyperglycémie. Et du coup, le traitement, il va entamer toutes ces anomalies physiopathologiques du diabète. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La première étape avant de traiter un diabétique, c'est-à-dire on est devant nous un diabétique dans notre pratique courante, il faut d'abord fixer les objectifs thérapeutiques. Fixer les objectifs thérapeutiques parce que c'est pour cette raison, chaque malade est un cas. Donc, chaque cas est un cas. C'est-à-dire, il n'y a pas des sciences exactes, il n'y a pas un schéma thérapeutique standard, il n'y a pas un traitement bien tracé pour tous les diabétiques. Il faut évaluer chaque malade à sa part. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une prise en charge qui est globale. Globale, ça veut dire qu'elle va traiter l'ensemble des maladies. Elle est multifactorielle parce qu'on a beaucoup de facteurs de risque chez un diabétique de type 2. Elle est évolutive, c'est-à-dire le traitement d'aujourd'hui, ce n'est pas le traitement de demain, ce n'est pas le traitement dans 2 ans, 3 ans. C'est pour ça la titration, elle est très importante et l'observance, elle est très importante et l'évaluation, elle est très importante afin de titrer et de réévaluer le traitement et d'avoir un bon objectif. Elle est complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce que on a, donc c'est dommage, il n'y a pas l'animation. Comme ça, vous voyez? Vous voyez? Oui. Vous voyez là. Donc, l'objectif du traitement, donc on a devant nous un diabétique. Quel objectif? Donc, il ne faut pas s'acharner uniquement à une glycémie pour améliorer la glycémie du diabétique. On est obligé de traiter la glycémie afin d'améliorer l'hémoglobine glycée. On est obligé de traiter l'hypertension artérielle parce que c'est à elle aussi, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. On est obligé d'améliorer le poids parce que le surpoids et l'insulinrésistance, c'est le primum mover du diabète. On est obligé de traiter les lipides. Donc, tous ces objectifs-là, c'est très important. L'objectif de l'hémoglobine glycée. L'objectif, on a l'objectif très mauvais, l'objectif mauvais, l'objectif médiocre. Vous voyez les slides? Pardon. Non. Alors là. Donc, pour l'animation, je ne sais pas comment faire. Comme ça, c'est bon? C'est malheureux. Attendez, je vais voir. Comme ça, vous voyez? Comme ça, vous voyez? Oui. Oui. Oui, madame, Parce on que arrive à voir. vous arrivez à voir les slides. Oui. Parce que j'ai fait exprès l'animation, mais comme ça, je ne peux pas faire l'animation. Quand je fais le diaporama, c'est l'animation. Je sais pas. Je crois que c'est pas grave, madame. Vous pouvez continuer qu'avec les slides. Avec les slides, d'accord. Donc, Oui. parce qu'il y a l'animation donc du premier au dernier. C'est très important. Comme ça, vous voyez. Oui, on arrive à voir. Donc, j'ai dit l'objectif thérapeutique, l'objectif de l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, on a de très mauvais, de meilleurs ou très mauvais. Et ces hémoglobines glyquées, c'est quoi? C'est une moyenne de glycémie. Donc, quand le malade vient avec son profil glycémique, s'il a toujours des 0,90, entre 0,90 et 1,20, c'est bon. C'est une glycémie qui est très excellente. Ça veut dire le malade, il est équilibré, il va nous ramener une glycémie entre 5 et 7. Si le malade, il a toujours des glycémies supérieures à 1,80, il va nous ramener des glycémies médiocres et mauvais, et le malade, il peut avoir beaucoup de complications. J'ai changé le slide. Les objectifs glycémiques. Oui, on voit ça. Donc, vous voyez? Oui. Les objectifs glycémiques, donc on a toujours les glycémies basales et les glycémies prandiales. C'est un sujet normal. Regardez, vous voyez ce qui est en vert? Dis-moi. Oui, oui. Vous voyez
Vous voyez ce qui est en vert, c'est la glycémie basale. Ça veut dire un sujet, il a une sécrétion basale d'insuline. Et au moment où il mange, ce qui est en bleu, c'est des glycémies prandiales. C'est-à-dire quand il mange, il a des pics de glycémie. C'est un sujet normal. Donc quand on traite, on va traiter ça. On va améliorer les glycémies basales et on va améliorer les glycémies postprandiales. Donc, on doit avoir un objectif. On ne dépasse pas les 1,30 à jeun et on ne dépasse pas les 1,14. Madame, il y a toujours le problème avec les slides. Ah, d'accord. Donc, je vais pas faire l'animation. Et comme ça, c'est bon? C'est bon? Non, pas Comme encore, ça. ça ne change pas. Non. Comme ça. Non, c'est toujours le même slide. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Oui, là, on arrive à voir les objectifs glycémiques. Voilà. Donc, les objectifs, parce qu'il y a une animation, معليش, je ne vais pas faire l'animation. Je vais faire comme ça et c'est tout. Donc, quand vous regardez ce qui est en vert ici, vous voyez? Oui. En vert. C'est la glycémie basale. C'est un sujet aussi normal. On a une glycémie basale et on a une glycémie postprandiale. On ne doit pas dépasser les 1,30 en glycémie à jeun et on ne peut pas dépasser les 1,80 en postprandiale. Donc, c'est un sujet normal, c'est ça. Donc, on va mimer ce cycle physiologique chez un sujet diabétique. L'objectif de l'hypertension artérielle. On a vu l'objectif glycémique. Donc, 1,30, 1,20 à 1,80. Pour les glycémies tensionnelles, on ne dépasse pas les 140-90, tout en traitant le malade avec des diurétiques thiazidiques, avec les EEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, avec les ARA2 et les inhibiteurs calciques. Donc, c'est ça le traitement. L'objectif thérapeutique de l'hypertension artérielle, le diabétique ne doit pas dépasser les 140-90. Pour les objectifs lipidiques, si le LDL cholestérol chez un sujet qui a beaucoup de facteurs de risque avec un antécédent de maladie cardiovasculaire, il ne doit pas dépasser les 0,70, c'est-à-dire 0,78, 0,72, c'est élevé. On doit traiter le malade parce qu'il a beaucoup de facteurs de risque. Pour les objectifs des LDL cholestérol, quand le diabète n'est pas à haut risque, on peut arriver jusqu'à 1 gramme, 1 gramme 20. Pour le HDL, l'objectif, c'est pour l'homme inférieur à 0,40 et pour la femme inférieur à 0,50. Pour les triglycérides, bien sûr, ne pas dépasser les 1,50. C'est ça, les lipides. Donc, comme prévention primaire, chez un diabétique de type 2, sans antécédent vasculaire, c'est-à-dire il n'a pas de facteur de risque. Les facteurs de risque, c'est quoi? Si le diabétique, il est diabétique avec au moins 2 facteurs de risque, c'est-à-dire il est diabétique et sujet âgé, ou femme plus de 60 ans, homme plus de 50 ans. S'il est diabétique, plus des antécédents de maladies coronariennes, il a fait un EDM, il a fait un AVC, c'est un malade qui est à haut risque. C'est un diabétique avec un tabagisme chronique, c'est un facteur de risque, avec une hypertension artérielle, avec une HDLMI basse et avec une microalbuminurie. 2 facteurs de ces facteurs qui sont associés au diabète de type 2. Donc, le malade, il est considéré comme malade à haut risque cardiovasculaire. Il faut être très vigilant. L'objectif du traitement est normaliser le profil glycémique. On a une glycémie basale dont il faut dommage. C'est un petit peu délicat parce que j'ai fait une mobilisation, c'est-à-dire la glycémie basale, puisqu'elle est haute chez le diabétique, on doit faire baisser cette glycémie basale jusqu'ici pour l'améliorer. Et les glycémies postprandiales qui sont à 3 grammes, on doit les abaisser pour les superposer au schéma qui est au-dessous. Vous avez compris? Vous avez compris? Non. Parce qu'il y a une animation, donc je ne sais pas, je vais faire comme ça, chaque slide. Donc, regardez là, une glycémie basale, regardez, elle va descendre. Vous voyez? Vous voyez? Non. Non.
On n'arrive pas à voir l'animation, on n'arrive qu'à voir les slides. L'animation, non. L'animation, c'est très important, je sais. Donc, vous voyez là, donc je vais expliquer l'animation par l'explication. Vous voyez ici, vous voyez. Est-ce que, docteur, vous pouvez passer à la diaporama, faire le slide à l'animation pour qu'on peut voir? Donc, Le diaporama, c'est là-bas. mais vous voyez pas, je ne sais pas comment faire. Vous voyez là? Alors, on voit le slide. L'objectif du traitement est normaliser le profil. Oui. Mais quand je bouge, il n'y aura pas. Regardez. Est-ce que vous voyez? Non, on voit le même slide. Mais ça bouge. C'est quoi? Donc, pour les Oui. moyens thérapeutiques, le but de traiter un diabétique, c'est de viser, normaliser les glycémies avec comme objectif à court terme. C'est quoi à court terme? C'est-à-dire le diabétique, il est devant nous, il est perturbé, donc on doit normaliser les signes cliniques et améliorer le confort du malade. À long terme, on doit prévenir l'apparition des complications dégénératives. Quand on a vu les complications auparavant, c'est-à-dire le malade, quand il vient avec une complication, soit on stabilise sa complication, soit on va éviter l'apparition d'emblée. Donc, comme on a fait, donc dommage, il n'y a pas l'animation, c'est-à-dire j'ai fait chaque anomalie par son traitement. Donc, c'est en globalité la base physiopathologique du traitement de diabète de type 2. On commence par la première anomalie, c'est quoi? C'est l'alimentation. Le malade diabétique qui nous gêne dans la conduite à tenir par son régime qui n'est pas bien suivi. Son régime qui n'est pas bien suivi, on est obligé d'avoir deux armes thérapeutiques. La première, c'est la diététique, les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire le régime et l'activité physique. Deuxième arme qui peut agir sur l'alimentation, c'est les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. On a deuxième anomalie, on a l'augmentation de l'insulinorésistance, c'est-à-dire les cellules tissulaires adipeuses, c'est-à-dire le muscle, le foie, ils sont insulinorésistants. Ils ne réagissent pas parce que l'insuline ne fait pas son travail. Et deux cas, donc on a trois familles donc, qui peuvent agir sur l'insulinorésistance. On a les biguanides et les glitazones. Troisième anomalie, on a l'anomalie de l'insulinosécrétion. On a les insulinosécrétagogues, c'est-à-dire les sulfamides, les glinides et les incrétines. Quatrième anomalie, on a les facteurs génétiques avec l'insulinorésistance et les facteurs environnementaux, on a les régimes hygiéno-diététiques. Donc, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire à la fois? Donc, on peut dire que les ADO, on a des différentes classes thérapeutiques. On a les médicaments de l'insulinorésistance, on a les biguanides, les tarforum, on a la metformine, on a les glitazones, on a les médicaments qui agissent sur le déficit en insuline, c'est-à-dire on a dit comme quoi le diabétique, il a une déficience dans la sécrétion d'insuline. On a la famille des sulfamides, on a la famille des glinides et on a la famille de DPP4. C'est le dipeptidyl polypeptide 4, c'est l'inhibiteur de l'enzyme. Et la troisième famille, on a l'inhibiteur de l'alpha-glucosidase, qui est la carbose. La quatrième famille, on a les incrétines. Et la cinquième famille, l'inhibiteur de SGLT2. Tout ce manoplie de traitement, il est très bénéfique pour les diabétiques. C'est pour cette raison, c'est des recettes de traitement. Donc, on a 5 familles au départ. On n'avait que ces deux. On a les médicaments qui peuvent agir sur l'insulinorésistance et les médicaments qui peuvent agir sur la déficience. Actuellement, ils ont ajouté ces derniers temps ces 3 dernières familles, les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, les incrétines et les dernières, c'est les inhibiteurs de SGLT2 à partir de 2012 qui ont mis sur le marché. Un petit peu l'historique, regardez, donc qu'est-ce qu'on peut dire l'historique des antidiabétiques oraux, donc bien sûr l'insuline toujours en premier rang,
Donc, en 1921, l'insuline a été déjà sur le marché, elle a été instaurée. En 1922, déjà, le traitement par l'insuline, donc Thomas, pour la première fois. Deuxième position, c'est les sulfamides. Avant la metformine, avant les biguanides, on avait les sulfamides et les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase en 94, les analogues en à partir des années 2000, c'est des progrès récents, les inhibiteurs de SGLT2 à partir de 2012. Les effets des ADE sur la glycémie à jeun et la glycémie postprandiale, ils n'ont pas la même action. Ils n'ont pas la même action. C'est pour cette raison. Ils ont décortiqué les familles. Une famille qui agit uniquement sur l'insulinorésistance. C'est quoi? C'est la metformine et les glénides. Donc, ils vont agir sur les glycémies à jeun. Donc, les familles qui peuvent agir aussi bien sur la glycémie à jeun que la glycémie postprandiale, c'est les sulfamides. Les produits qui peuvent agir uniquement après le manger, ce qui est en vert, c'est les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase et le DPP4 et les glénides. On va voir les mécanismes d'action de chacune. La metformine que tout le monde connaît, c'est le glycophage. La metformine, c'est le mécanisme d'action de la metformine. C'est un médicament qui lutte contre l'insulinorésistance. Cette insulinorésistance, elle a une action très bénéfique pour améliorer les glycémies et en contrepartie, sans aucune raison de faire une hypoglycémie. Donc, c'est un très bon produit. En plus de l'action sur la glycémie, il y a une action sur la production hépatique de glucose. Donc, j'ai dit qu'en quoi, quand on a une insulinorésistance, elle va agir sur le foie et le foie, il va augmenter la production hépatique de glucose. Ce produit-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la néoglucogénèse hépatique à partir des lactates. Donc, la glycémie à jeun, elle va s'améliorer sans avoir d'hypoglycémie. Elle augmente la sensibilité de l'insuline à des différents types, le muscle, le tissu adipeux, le foie. Et en plus, il va ralentir l'absorption intestinale de glucose, c'est-à-dire il va minimiser un petit peu le relargage de glucose au niveau du tube digestif. En plus de l'action sur la glycémie, il a une autre action, ce produit, il a une action sur les facteurs de risque cardiovasculaire et l'hémostase. Donc, il va améliorer la tension artérielle, il va améliorer les lipides, il va améliorer l'agrégabilité plaquettaire. Et du coup, il va améliorer l'athérome, il va améliorer les gangrènes donc chez les diabétiques et les problèmes circulatoires. Autre effet, donc l'effet sur l'appétit et le poids. Donc, le glucophage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un effet anorexigène. Le malade, il peut manger moins et du coup, il va retentir indirectement sur le poids. Les biguanides, on a sur le marché uniquement une sorte. Le DCI, c'est le chlorhydrate de metformine. On a uniquement le glucophage. Auparavant, il y a 15 ans de ça, on avait même le glucophage effet retard, appelé stagide, donc dosé à 700. Mais actuellement, on a uniquement le glucophage retard, dosé 500, 850 et 1000. Donc, à élimination rénale, le problème, quand on a un problème rénal sérieux, donc ils sont contre-indiqués. La posologie, on dépasse rarement les 3000. Donc, il y a des études qui disent impossible de dépasser même 2000. Au-delà de 2000, si le produit ne fait pas une efficacité, par les selles. Et quand on a une anomalie rénale, il faut éviter la prescription de ce médicament. Le plein effet thérapeutique n'est atteint au bout de 3 à 4 semaines. C'est pour cette raison, le malade, quand on commence le médicament, il veut que mettre de Donc, il ne faut pas attendre plus. Donc, il faut attendre au moins un mois pour dire est-ce que le produit, il a donné de l'efficacité ou pas. Donc, le biguanide ne traverse pas la barrière placentaire, mais il reste toujours contre-indiqué chez la femme enceinte. Donc, les effets secondaires de ces biguanides. Ce qui nous gêne dans la prescription de ces biguanides, il faut tenir compte de ces complications.
Les complications lesquelles? On a les complications majeures, c'est l'acidose lactique. L'acidose lactique, elle est très rare. Mais pourquoi elle est rare? Parce que quand on respecte la contre-indication du produit, on n'aura jamais cette complication. Donc, si on a un insuffisant rénal, si on a un insuffisant hépatique, si on a un asthmatique et on donne les biguanides, on aura les complications qui sont gravataires, qui mettent en jeu le pronostic vital. Autre effet secondaire, mais sont facultatifs par rapport à l'acidose lactique, on a les troubles digestifs. Les troubles digestifs, surtout au début du traitement. D'ailleurs, les malades signalent ça. Ils signalent les douleurs abdominales, des gargouillements, des nausées, des diarrhées. Et du coup, le malade, le fait qu'il a ces symptômes, il va arrêter de lui-même le traitement. Donc, pour lutter contre cet effet secondaire, il faut le donner au milieu des repas, c'est-à-dire au début de la prescription, il faut donner les biguanides en sandwich. Le malade, il mange le comprimé, il mange après, pour minimiser ces effets secondaires digestifs. Donc, et la posologie doit être progressive. Les contre-indications de ce produit, bien sûr, la grossesse, toutes les insuffisances, que ce soit rénales, hépatiques, cardiaques, respiratoires, sont contre-indiquées parce qu'ils donnent la complication majeure, c'est l'acidose lactique. Donc, quand on a une insuffisance quelque part, donc c'est contre-indiqué les biguanides. Je l'ai fait en rouge quand on a un malade qui va être opéré ou il va être présenté à la radiographie où il va utiliser des produits de contraste, il faut arrêter le traitement 48 à 72 heures, obligatoirement, pour ne pas avoir des complications de ce produit. Donc, les indications de ce produit, quand est-ce qu'on peut le prescrire? En monothérapie. Donc, c'est le gold standard. Dans les conduites à tenir, la stratégie thérapeutique en international, dans le monde entier, en monothérapie dès le diagnostic du diabète de type obèse ou non obèse. C'est-à-dire quel que soit le poids du diabétique, sauf s'il y a une contre-indication, bien sûr. Donc, il est en monothérapie de première intention. Toutes les stratégies thérapeutiques, toutes les recommandations nationaux et internationaux, donc ils ont dédié pour une monothérapie en première intention. En bithérapie, il peut être associé à tous les ADE, à tous les produits qui peuvent traiter les diabètes, que ce soit sulfamide, glinide, glitazone, insuline, les SGLT2, les GLP1, on peut associer ce biguanide à n'importe quel type de traitement, sans aucun problème. Le diabétique de type 1, actuellement, on doit traiter le diabétique de type 1 par les biguanides. Pourquoi? Pour minimiser les besoins insuliniques. C'est-à-dire, on a des fois des diabétiques de type 1 enfants qui ont des fortes doses d'insuline. Quand on a une forte dose d'insuline et l'enfant ne répond pas, donc il y a un petit degré d'insuline-résistance et donc il faut l'aider par les biguanides pour minimiser ces doses-là et surtout lors des rémissions incomplètes. Les autres indications, on peut traiter, donc comme vous voyez, donc vous avez fait le module du gynéco, dans le syndrome des ovaires polykystiques, les biguanides figurent dans le traitement des ovaires polykystiques. Pourquoi? Parce que dans les ovaires polykystiques, on a, que ce soit syndrome polykystique ou syndrome métabolique, on a un problème d'insulinorésistance. Et puisque les metformines traitent l'insulinorésistance, c'est pour ça les biguanides figurent dans le traitement du syndrome métabolique et des ovaires polykystiques et d'ailleurs ne sont pas hypoglycémiants. Même si c'est un sujet jeune, une fillette, donc une adolescente qui a un syndrome des ovaires polykystiques sans aucun degré de diabète et on donne les biguanides, ils ne donnent pas d'hypoglycémie. Donc, on est à l'aise dans ce problème. Donc, les biguanides en première intention, ils n'ont pas beaucoup d'effets secondaires si la prescription elle est indiquée dans le bon sens, sauf si la prescription, on ne respecte pas les contre-indications, on a une complication. La complication majeure, c'est l'acidose lactique. Donc, c'est un bon produit pour commencer le traitement. Deuxième famille, c'est les insulinosécrétagogues, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire l'insulinosécrétagogue? Ça veut dire qu'ils vont mobiliser à faire sortir de l'insuline préformée dans le pancréas pour
qu'elle soit utilisée en périphérie. Donc, on a 3 familles. On a les sulfamides hypoglycémiants, on a les glénides et on a les médicaments de la voie des incrétines. Donc, on va voir en premier plan les sulfamides. Avant d'entamer le mode d'action des sulfamides, je dois expliquer comment l'insuline elle va sortir de la cellule bêta pancréatique. Comme vous voyez ici, le glucose il va pénétrer la cellule bêta par le protéine vectrice, c'est le GLUT4. Il va agir sur des récepteurs et il va rentrer dans l'intérieur des cellules. Le glucose il va être transformé grâce à une enzyme appelée glucokinase. Il va transformer en glucose 6-phosphate en libérant de l'énergie ATP sur ADP. Donc, c'est un métabolisme oxydatif mitochondrial pour permettre aux canaux potassiques de se fermer pour pouvoir dépolariser la membrane et ouvrir les canaux calciques et améliorer l'exocytose des follicules, des vésicules qui sont à l'intérieur, donc ils ont à l'intérieur de l'insuline et excrétés à l'extérieur de l'insuline. Donc, de la même manière, les sulfamides, qu'est-ce qu'ils font? Quand le malade prend un comprimé de sulfamide, au lieu d'emprunter le GLUT4, qui est une protéine vectrice de glucose, il va emprunter des récepteurs sur ce qu'on appelle le SUR1. Le SUR1, c'est quoi? C'est le sulfonylurie récepteur numéro 1. Donc, et de là, une fois qu'il est collé à son récepteur, il va donner au glucose la voie de pénétration et la transformation en glucose 6-phosphate en libérant de l'énergie. De la même manière, ils vont fermer les canaux potassiques et ouvrir les canaux calciques pour avoir une exocytose à l'intérieur. Donc, ils font de la même manière comme une sécrétion normale de l'insuline. Mais il faut tenir compte quand les sulfamides, ils vont faire sortir de l'insuline qui est préformée déjà. Ils ne forment pas de l'insuline d'une manière récente. Donc, on a des différents types de sulfonylurie qui sont disponibles en Algérie. On a le glibenclamide, et c'est le sulfamide de deuxième génération le plus fort. On a les plusieurs dosages. On a le 1,25, le 2,5 et le 5. Pourquoi ces faibles dosages? Ils sont une puissance d'action qui est très, très importante. Et ils ont un effet secondaire hypoglycémiant qui est très important. Donc, on a vu dans les complications métaboliques, les hypoglycémies dues au sulfamide nécessitent une surveillance de 3 jours. Ça veut dire, donc, il y a des hypoglycémies qui sont récidivantes pendant les 3 jours. On a les glycasides, ce qu'on appelle le diamicron. Le diamicron, on a l'effet rapide de 80, c'est pour ça qu'il est utilisé 3 comprimés par jour. Et on a le glycaside à effet retard. À effet retard, ça veut dire on a le 30 et le 60. En Algérie, on avait les deux doses. Actuellement, on a uniquement le 30 et il peut être donné une seule fois par 24 heures parce que c'est l'effet retard. On a le glimipéride, les nouvelles sulfamides. Donc, c'est l'amarelle ou la lamarine. Ça dépend des laboratoires. On a beaucoup de génériques actuellement. Et on a les dosages de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le 5 et le 6, ils ne sont pas disponibles en Algérie. On a uniquement le 1, le 2, le 3 et le 4. Et c'est des comprimés qui peuvent être utilisés une seule fois par 24 heures. Il faut éviter de donner 2 à 3 comprimés d'amarelle pendant 24 heures. Les sulfamides comme effet secondaire, donc c'est l'hypoglycémie. On a vu les complications aiguës du diabète, l'hypoglycémie. Mais même ici, l'hypoglycémie, elle peut être décrite chez des malades quand on ne respecte pas les contre-indications. Les insuffisants hépatiques, les insuffisants rénales, sinon les erreurs diététiques. C'est-à-dire, il mange son comprimé sans avoir la diététique à côté. C'est-à-dire, soit il va omettre un repas, soit il a fait une activité physique, il a oublié de faire une collation. Donc, le malade, il peut faire une hypoglycémie et même quand le malade, il avance en âge, il faut faire très attention
et même si le malade il fait des écarts de régime à répétition, donc il faut faire très attention. Et si le malade il fait beaucoup d'hypoglycémie, il faut arrêter le traitement, sinon donc on va avoir des dégâts par la suite. Le meilleur traitement reste la prévention. Respecter les posologies, respecter les contre-indications, respecter le régime alimentaire et n'oubliez pas que, comme quoi ce comprimé-là, cette famille-là, elle a une interaction médicamenteuse, soit en potentialisant, soit en inhibant l'effet. Donc, quand on a, donc je vais vous citer les médicaments qui potentialisent ces sulfamides par la suite. Les contre-indications des sulfamides, contre-indications temporaires, c'est-à-dire si la malade, elle était sous sulfamide et elle est tombée enceinte, elle va arrêter, être insulinée et une fois accouchée, elle va remettre sans traitement. Diabète avec cétose, avec un coma hyperosmolaire. Il est en coma, on est obligé de passer par l'insuline. Une fois la glycotoxicité, elle a disparu, donc on est obligé de passer par le comprimé. La chirurgie, au moment de la chirurgie, on insuline malade parce qu'il y a une infection intercurrente et une fois tout est rentré dans l'ordre, on est obligé de passer à le sulfamide. C'est pour ça qu'on dit que c'est une contre-indication temporaire. Temporaire, donc on peut repasser à l'indication des sulfamides. Les contre-indications définitives, impossible d'y avoir recours à cette famille de médicaments. Donc, quand on a un malade qui a fait déjà une allergie aux sulfamides, impossible de donner des sulfamides à une personne allergique à ce produit. Une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale avancée, préférez les sulfamides à élimination biliaire parce qu'on a une famille qui est éliminée au niveau de la bile. Donc, même si on a une insuffisance rénale, donc il n'y a pas de risque. Mais du coup, quand on a une insuffisance rénale, de préférence, il faut passer à l'insulinothérapie. Le diabétique de type A, c'est une contre-indication absolue. C'est l'insuline. Complications dégénératives sévères, quand on a vu la rétinopathie à l'âge avancé, la néphropathie à l'âge avancé, la neuropathie à l'âge avancé, de préférence, c'est l'insulinothérapie. Voilà les médicaments qui peuvent interférer avec les sulfamides. En potentialisant, ça veut dire en augmentant l'effet de sulfamide et favorisant les effets secondaires en double ou en triple. Si le malade il est éthylique, il faut faire attention dans la prescription des sulfamides. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont devenus le pain quotidien des Algériens, c'est-à-dire l'aspirine, le Doliprane, les Celebrex, Voltaren, donc en moindre douleur, donc sont prises sans avis médical. Donc, et du coup, si le malade il est sous sulfamide, il va provoquer des hypoglycémies parce que c'est inaperçu et on incrimine le médicament et on ne pousse pas l'interrogatoire. Qu'est-ce qu'il a pris, ce malade, pour qu'il puisse faire une hypoglycémie. C'est pour ça qu'en cas d'hypoglycémie, l'enquête, elle est primordiale. Donc, même les fibrates, quand on traite les lipides par la lipontine, donc ils potentialisent les sulfamides. Et du coup, on a pas mal de malades qui traitent le diabète et traitent les triglycérides en même temps, donc il faut faire attention. Les médicaments qui inhibent l'action des sulfamides, et on peut dire que les sulfamides n'ont pas fait leur action, et malheureusement, c'est les médicaments en contrepartie qui peuvent inhiber son action. Par exemple, la rifampicine, c'est une antibiotique qui est utilisée. Donc, elle va bloquer l'effet des sulfamides. Les diurétiques thiazétiques, traitement de l'hypertension artérielle. La corticothérapie, qui est à tort à travers, elle peut inhiber les sulfamides, même éthyliques. Donc, c'est dans les deux sens. Donc, il peut interférer l'action des sulfamides. Donc, la troisième famille, donc c'est les glénides. Le mécanisme d'action des glénides est identique, c'est-à-dire l'effet des glénides, c'est de la même manière des sulfamides. Donc, j'ai dit, les sulfamides, ils ont une action sur des récepteurs qui sont appelés SUR1, sulfonylurine numéro 1. Les glénides, non, ils ont d'autres récepteurs. Et le même mécanisme, les récepteurs, d'autres récepteurs, ils vont être collés à d'autres récepteurs, ils vont fermer les canaux potassiques et ouvrir les canaux calciques pour pouvoir avoir une exocytose. Les produits qu'on a, en Algérie, on a un seul produit,
c'est le Repaglinide ou la Novonorm, la Repaglinide. Donc, pourquoi, quand vous voyez là, Repaglinide, donc Repaglinide, c'est un médicament qui suit le repas. Si le malade il mange une fois, il prend une fois. Si le malade il mange 4 fois, 5 fois, il prend 4 fois, 5 fois. Parce qu'il est repas dépendant. Donc, on a tous les doses. On a les 0,5, on a le 1, on a le 2. Donc, la dose maximale journalière, c'est 16 mg par jour. Ne pas dépasser parce qu'il n'y a plus d'efficacité au-delà. La pharmacocinétique de ce produit, l'absorption, elle est trop rapide, en 30 minutes. C'est pour cette raison, le médicament, il est pris tout juste avant le repas. Quand le malade est énoué pour manger, il prend son médicament. La concentration plasmatique maximum 1 heure, la demi-vie 1 heure, et la dégradation, elle est hépatique. Donc, contre-indiquée en cas d'infection hépatocellulaire parce que l'élimination, elle est à 90% biliaire. Donc, quand on a un problème rénal, c'est possible de donner les glénides aux insuffisants rénaux. Les indications, diabète de type 2 en association aux d'autres ADO. Donc, cette famille-là, on peut l'associer aux sulfamides, aux biguanides, aux incrétines, donc à l'aise. Donc, il n'y a pas de contre-indication. D'ailleurs, c'est les meilleurs traitements, donc ils n'ont pas beaucoup d'effets secondaires. Le Repaglinide, on a uniquement le Novonorm en Algérie. Contre-indiqué. Donc, il faut avoir l'idée que la grossesse, c'est une contre-indication à tous les adultes, sans exception. L'allaitement, c'est une contre-indication. Donc, c'est pour cette raison, on peut la trouver comme contre-indication chez tous les produits. L'insuffisant hépatique, pourquoi? Parce qu'il est métabolisé au niveau du foie, il est éliminé par voie biliaire. Effet secondaire moindre, hypoglycémie et faible prise de poids. C'est pour ça qu'ils ont privilégié par rapport aux sulfamides, puisqu'ils ont les mêmes actions. Si tu as comparé, donc on privilège le Repaglinide par rapport aux sulfamides. On a d'autres glinides, ça dépend. Donc, parfois, vous avez des malades qui ramènent avec eux la natiglinide, le Starlix. Donc, c'est des glinides, mais en Algérie, on a uniquement ce Novonorm. Les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, c'est un autre produit, mais qui n'agit pas sur l'insuliноsécrétion. Il agit sur l'alimentation. L'alimentation, parce que tout ce qu'on mange, c'est du sucre. Tout ce qu'on mange, le pain, le riz, les pâtes, les couscous. Donc, tout ce qu'on mange, ce n'est pas uniquement les sucreries rapides comme les pâtisseries, les dattes, les bonbons qui sont des sucres. Même les sucres lents, c'est des sucres. Donc, les sucres lents, c'est par quel mécanisme? Regardez, on mange les pommes de terre, on mange le riz, donc sous forme de sucre qui a plusieurs glucose à la fois, c'est-à-dire comme l'amidon, sucre complexe. L'alpha-glucosidase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va couper ces chaînes, et une fois qu'elle coupe ces chaînes, on aura plusieurs glucoses dans le sang, et on aura une hyperglycémie qui va surajouter. Cet inhibiteur de l'alpha-glucosidase, cette enzyme qui va couper cette chaîne, on va l'inhiber. C'est pour ça qu'on dit l'inhibiteur de l'alpha-glucosidase. Une fois qu'on inhibe ces ciseaux-là, donc on ne va pas les couper et on va rester dans le sucre complexe. Quand on mange l'amidon, il reste amidon. Donc c'est une enzyme qui va être inhibée et cette inhibition, elle bloque l'action de ces enzymes et ainsi la digestion et l'absorption de polysaccharides. Mais le risque de cette inhibition de l'alpha-glucosidase, il n'agit que sur les glycémies postprandiales. Parce que quand on mange, il va bloquer la dégradation. Donc, c'est un produit qui va agir spécifiquement sur les glycémies postprandiales. La tolérance, donc il est bien toléré, mais des cas, on a des troubles digestifs très fréquents. Pourquoi les troubles digestifs? On a la flatulence. Le malade, il ressent un ballonnement, un gargouillement et beaucoup de gaz, surtout pour nos diabétiques. Donc, il va gêner, surtout pour la prière, il va arrêter le produit
d'emblée quand il y a beaucoup de gaz. Donc, il y a pas la prédilection donc, de ce produit et le malade arrête pour son propre compte ce produit. Mais malheureusement, quand le malade il fait ses effets secondaires digestifs, ça veut dire qu'il a mangé quelque chose de sucre lent. Donc, il faut se corriger. Les produits disponibles en Algérie, on a la carbose, lactose, comprimé de 50 et 100, non absorbé par l'intestin. C'est pour ça qu'on a cette flatulence. Mal toléré sur le plan digestif. La posologie, on ne dépasse pas les 600 mg en 3 prises, bien sûr, et surtout à dose progressive pour ne pas avoir ces effets secondaires qui sont minimes, certes, ne sont pas graves, certes, mais ils sont très gênants pour le malade. Les incrétines, on a, c'est des médicaments de nouvelle génération. Les incrétines, donc, ils sont produits par les lézards. Donc, cet animal-là, donc, ils ont produit un médicament qui peuvent aider les diabétiques à améliorer leur glycémie et c'est des produits qui sont très importants. Regardez, ces incrétines sont glucose dépendants. Quand on fait une AGPO ou une perfusion en intraveineuse, on a une augmentation de glucose. Et chaque augmentation de glucose, elle est suivie d'une sécrétion des incrétines. Donc, pour pouvoir connaître ce type de médicament, comment on évalue? Regardez la définition des incrétines. Les incrétines, c'est intestinal, crée, c'est sécrétion, c'est insuline. C'est un produit, c'est un facteur qui est produit par l'intestin et qui induit la sécrétion d'insuline par le pancréas. On a le GLP-1. Ce GLP-1, c'est le glucagon-like peptide 1. Donc, et on a ces incrétines. Le mot incrétine, c'est ça. Incrétine, intestin, intestine, sécrétion, insuline. On a deux types. On a le GIP et on a le GLP-1. Le GIP, il est moindre, donc c'est rarement qu'on le trouve, mais le GLP-1, le glucagon-like peptide 1, il est très efficace. Donc, c'est une hormone dont la sécrétion intestinale est stimulée par la prise alimentaire. Ce produit-là, il est sécrété, il est stimulé lorsqu'on mange. Lorsqu'on ne mange pas, il n'y a pas de sécrétion de glucagon-like peptide 1. Il potentialise l'effet de glucose sur la sécrétion d'insuline. Ce produit-là, il va potentialiser le glucose. On sait bien que le glucose, il va stimuler le pancréas pour sécréter de l'insuline. De la même manière, en plus de glucose, le GLP-1, il va stimuler la sécrétion donc le mécanisme d'action des incrétines, parce qu'il y a une animation ici. Une fois qu'on ingeste l'alimentation, on prend un hamburger. Donc, quand on prend un aliment, donc les intestins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une fois que le glucose arrive au niveau du tube digestif, on a la libération de GLP-1. Donc, physiologique. Physiologie, c'est un être humain normal. Quand on mange, on a le glucagon-like peptide 1 qui va être sécrété. Et une fois sécrétion de GLP-1, il va agir sur le pancréas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler l'insuline, il va inhiber le glucagon. Et tout ça pour améliorer le cycle glycémique et avoir un contrôle plus stable. Mais malheureusement, ce GLP-1 qui est bénéfique pour le pancréas, bénéfique pour le contrôle, il ne peut pas rester longtemps. Il reste uniquement 1 à 2 minutes. C'est-à-dire tellement c'est restreint. Pourquoi la durée de vie, elle est très réduite? Parce qu'il y a une enzyme, la bêtoire de GLP-1, c'est le dipeptidine peptidase, polypeptide 4. Donc, c'est une enzyme qui va cliver cette glucagon like peptide 1, il va l'inactivation de ce produit. Une fois inactivé, il va plus stimuler l'insuline, il va plus inhiber le glucagon et on aura un contrôle qui est très perturbé parce qu'on a cette inhibition. Et c'est pour cette raison, qu'est-ce qu'ils ont fait les laboratoires de recherche? Améliorer ce produit-là, soit en inhibant cette enzyme
et laisser cette glucagon leptide 1 active, soit on va produire un produit qui se ressemble à ce produit-là, le glucagon-like peptide. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les incrétinomimétiques? On a deux options pour corriger ces anomalies. Regardez les anomalies. Soit la durée d'action qui est très minime, soit l'enzyme. Soit on agit ici, soit on agit ici. Donc, c'est pour cette raison, on a ces deux fenêtres-là. Soit en option pharmacologique, ça veut dire on va créer un produit qui ressemble au glucagon-like peptide, ce qu'on appelle les analogues résistants au DPP. C'est-à-dire on change la structure pour qu'elle ne pas être reconnue par cette enzyme. C'est-à-dire un analogue qui peut durer au niveau de la circulation sanguine et avoir un bon contrôle glycémique. Parmi ces produits, on a le xynatide, le réagglutide, le xynatide-LAR, donc un produit prolongé, et du glutide. Mais sur le marché algérien, on a uniquement l'eraglutide. C'est ce qu'on appelle le Victoza, et c'est des formes injectables. Et c'est pour cette raison, au départ, c'est dans les années présentes, on dit quand on pose le thème du traitement de diabète de type 2, on dit traitement oral de diabète de type 2. Actuellement, on n'a pas le droit de dire un traitement oral de diabète de type 2. Pourquoi? Parce qu'il y a un traitement en dehors de l'insuline, mais c'est un traitement injectable. Donc, c'est pour ça on a éliminé le traitement oral du diabète de type 2, on a le traitement d'une manière générale. La voie orale, on a une option physiologique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inhibé cette enzyme pour allonger la demi-vie du GLP-1 natif, c'est-à-dire pour améliorer ça. On va inhiber cette DPP4 pour laisser la place à GLP-1 pour qu'elle reste plus longtemps au-delà de 2 minutes et faire son action qui est spectaculaire. On a aussi 5 produits. On a le sitagliptine, le vitagliptine, saxagliptine, l'énagliptine et l'allogliptine. Donc, c'est tout ça. On a uniquement 2 comprimés, les 2 premiers qui sont disponibles en Algérie. Donc, en plus de ces catégories-là, qu'est-ce qu'ils ont comme effet physiologique GLP-1, c'est-à-dire c'est un sujet normal, ils ont une action spectaculaire. Une action spectaculaire, ils ont une action sur le cœur, donc ils vont diminuer la pression artérielle systolique et du coup, ils vont améliorer l'endothélium, ils vont éliminer les DM, ils vont éliminer les angines de poitrine. Ils ont une action sur le pancréas, stimulent l'insuline et inhibent le pancréas. Ils ont une action, mais ça a été prouvé chez les animaux, et anti-apoptose, c'est-à-dire qu'ils font éviter la mort cellulaire pancréatique. Donc, en plus, la prise alimentaire, ils peuvent donner une satiété parce qu'ils agissent au niveau de l'estomac en réduisant le vidange et ils agissent sur le cerveau, donc en favorisant la satiété. Donc, c'est pour cette raison, le GLP-1, c'est un traitement de luxe pour le traitement du diabète, parce qu'il agit sur l'obésité, il agit sur les facteurs cardiovasculaires, il agit sur la satiété, il agit sur le contrôle glycémique. Donc, c'est un traitement de choix. Donc, une fois qu'on a l'effet des incrétines, l'ingestion de l'aliment, la libération des incrétines du tube digestif, donc ils vont augmenter de l'insuline, ils vont inhiber le glucagon. Par quoi? Une fois qu'on augmente l'insuline, ils vont augmenter la captation du stockage de glucose dans les muscles et les tissus adipeux et le foie. Et la diminution de la libération de glucose dans le sang par le foie, c'est-à-dire même le foie, ils vont lutter contre l'insuline résistance et du coup, on aura un bon contrôle glycémique et le malade, il est stable. Donc, c'est un effet spectaculaire des incrétines. Mais, ces GLP-1, donc on a dit que demi-vie, donc ce qui nous gêne, la demi-vie qui est très réduite, elle est dégradée par le dipeptidide peptidase 4. Donc, en fonction de repas, on est obligé d'avoir le recours à bloquer cette enzyme-là. Une fois qu'on bloque cette enzyme-là, on aura
les analogues de GLP-1 qui sont résistants à la DPP4. Donc, on a les deux produits. Soit on a un produit dont il faut inhiber cette enzyme et laisser les GLP-1 physiologiques faire sa fonction, soit on a d'autres moyens agir sur les analogues de GLP-1 qui sont résistants. Pardon. Et puis, les gliptines. Les agonistes des GLP-1 donc, sont administrés en sous-cutané qui met l'insuline. La même chose comme l'insuline. Donc, regardez le Victoza, c'est ça la boîte. Regardez le stylo. Donc, c'est de la même manière comme le stylo de l'insuline. On a le Bieta et on a le Victoza. En Algérie, on a uniquement ce type de médicament. Il est administré en sous-cutané, en plusieurs molécules. Donc, Bieta 2 fois par jour, la jaune. Victoza 1 fois par jour. Donc, on a travaillé par ça. Il y a actuellement les militaires qui sont remboursables, mais elle est disponible sur le marché, mais elle n'est pas remboursable. On attend le remboursement jusqu'à jour J. Les anti-DPP4, donc on a vu les GLP-1, les incrétines. On a les anti-DPP4, les gliptides, aussi par voie orale. Ils vont réduire beaucoup l'hémoglobine de 0,7%. L'effet hypoglycémiant, il est moindre que la metformine. Donc, il n'y a pas de contre-indication. Donc, c'est pas d'hypoglycémie et effet neutre sur le poids. Donc, les GLP-1, ils diminuent le poids, mais les DPP4, ils ne diminuent pas les inhibiteurs. On a pas mal. Donc, les deux produits, on a le Januvia et le Galbus. Mais il faut tenir compte de ça, parce que des fois, dans notre pratique courante, il y a des immigrés qui viennent au moment d'été et ils ramènent avec eux les produits. Donc, vous êtes obligé de connaître tout ça. Si le malade il ramène avec lui le Vipidia, donc il faut agir et améliorer sa conduite à tenir, dont il ne faut pas nier ça et dire au malade que je ne connais pas ce produit. C'est malheureux. Donc, il faut connaître tous les produits parce qu'on a des malades en commun avec l'étranger. Donc, on est obligé de savoir tout sur ce produit-là. La dernière nouveauté, mais actuellement, même l'Europe, c'est-à-dire c'est très bien, c'est un très bon produit, c'est les inhibiteurs de SGLT2. Mais c'est une action qui agit sur le rein. Donc, c'est un produit qui est nouveau, c'est un produit qui est miraculeux, qui a de très bons résultats, mais vu le coût du produit, même en Europe, il n'est pas bien utilisé, il n'est pas de pratique courante parce que le coût, il est très, très cher. Et dans les recommandations, puisqu'il y a d'autres médicaments qu'on peut les remplacer, donc on peut les remplacer. Actuellement, en Algérie, on n'a pas, mais j'ai fait exprès pour le présenter, pour ne pas passer à côté d'une famille médicamenteuse du diabète et après, vous dites aux gens qu'on n'a pas vu ce type de produit. Donc, c'est des inhibiteurs de SGLT1. Pourquoi? Parce que le rein, c'est la cible potentielle chez le diabétique. Ils ont ajouté le rein comme désordre physiopathologique dans le diabète. Donc, il rentre dans la néoglycogénèse 15 à 55 grammes par jour. Donc, il va provoquer une glucotoxicité, la filtration plus la réabsorption tubulaire de glucose, 180 sans filtrer. Donc, d'ailleurs, quand on a recours à la surveillance de la glucosurie, au-delà de 1,80, c'est positif. Moins, donc c'est négatif. Ça veut dire, la filtration, quand on fait un LABSIX et on le trouve négatif, ça ne veut pas dire que le diabétique, il est équilibré. Ça veut dire que le seuil n'est pas dépassé de 1,80. Donc, il faut, quand le malade il a une glucosurie toujours négative, il faut opter pour le profil glycédique afin de voir est-ce qu'il ne fait pas des glycémies de 1,60, 1,40 à répétition dont il faut traiter et titrer le médicament. Donc, le rein, c'est toujours potentiel quand on a une glucosurie. C'est un très bon marqueur de décompensation. Quand on a la glycosurie, ça veut dire le malade, il est au-delà de 1,80 à 2,50 grammes, à 3 grammes,
on a la glucosurie. Si on ne traite pas le malade quand il est en glucosurie, ça veut dire on le prépare pour faire un coma acidocétosique. Donc, c'est un sonnette d'alarme pour équilibrer le traitement de diabète. Donc, c'est un moyen thérapeutique. Donc, il faut qu'on normalise ce paramètre-là. Donc, on est obligé d'améliorer les choses. Le traitement de glucose par le rein. Regardez, le SGLT2, c'est un cotransporteur de sodium, de glucose au niveau du rein. Donc, c'est 80%, il transporte le glucose. Donc, on va inhiber ce cotransporteur afin d'éviter le relargage du glucose au niveau des urines. Mais ce médicament-là, c'est un effet des inhibiteurs de SGLT2 chez le diabétique de type 2. Il permet un meilleur contrôle glycémique avec une baisse d'hémoglobine de 1%. Ça veut dire, donc la diminution, elle est très importante. Et j'ai dit, toute diminution de 1% d'hémoglobine, elle va diminuer les complications macrovasculaires de 12% et microvasculaires de 35%. Donc, c'est énorme. Une efficacité très bonne, même en association avec d'autres antibiotiques. Une perte pondérale de 2 à 3 kilos. Donc, surtout pour les gens qui sont obèses, c'est un médicament de choix. Une réduction de la pression artérielle systolique de 3 à 5 mm de mercure. Donc, ils trouvent leur prescription chez les diabétiques et hypertendus en même temps parce qu'il va relarguer le sodium et le glucose en même temps. Moins de risque d'hypoglycémie en dehors de l'association avec les sulfamides et l'insuline. Quand on associe les SGLT2, les inhibiteurs de SGLT2 à l'insuline et aux sulfamides, on a un risque d'hypoglycémie dont il faut faire attention. Réduction de la mortalité cardiovasculaire. Et ça a été prouvé par une étude qu'on appelle l'étude EMPA-REG. Donc, c'est des sujets qui ont été analysés, suivis, titrés, et ils ont trouvé une efficacité sur la mortalité cardiovasculaire. Donc, c'est un produit qui est de choix. Mais quel effet secondaire de ce produit? Puisqu'il va éliminer le sodium, il va éliminer le glucose en excès. Et j'ai dit la fois passée que le glucose, c'est un milieu de culture des germes. On aura des infections du tractus urinaire à répétition, que ce soit homme ou femme. Chez l'homme, une infection génitale en plus, parce qu'il y aura une pullulation microbienne au niveau vaginal. Les cas d'acidocétose, les polyuries, parce qu'il y a le sodium qui va être éliminé, donc le malade, il va avoir une polyurie qui est exagérée, une déshydratation importante, il va faire une chasse de sodium, de glucose, et le malade, il va avoir une perturbation osmotique à l'intérieur de son organisme. L'hypotension orthostatique, parce qu'il va fuiter du sodium, est inefficace sur la glycémie en cas d'insuffisance rénale sévère parce que les inhibiteurs de SGLT2, il agit au niveau du rein. Si le rein il est malade, il est inefficace. Donc, pour ça, s'il y a une atteinte rénale, il ne faut pas traiter par le SGLT2. Regardez combien de produits, mais aucun produit n'est disponible en Algérie. Même en Europe, c'est des produits qui sont disponibles, mais ne sont pas remboursables. Mais il faut tenir compte de ces types de produits. On a les différents de dapagliflozine, on a la canagliflozine, on a l'empagliflozine. Donc, glyphosine, elle est tout le temps fait le nom pharmaceutique. Mais on a vu tout ça, l'algorithme, comment utiliser les antidiabétiques oraux, comment traiter le malade quand on est devant un malade diabétique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'évolutivité du déficit enzymatique et donc de l'insuline, on a l'escalade thérapeutique. On est là dans le diagnostic. On a la monothérapie au traitement, donc on commence toujours par la metformine. Et en plus, si le malade n'est pas équilibré, il ramène toujours une hémoglobine glycée perturbée, un profil perturbé, une bithérapie orale, sinon une trithérapie, mais il faut être trop rapide, donc, parce que les 3 P, donc il faut être trop fort, trop
rapide pour ne pas avoir de l'inertie par la suite. C'est-à-dire, si on donne une monothérapie, donc on a dans la pratique courante pas mal de malades, ils sont metformine, quand ils viennent chez nous, donc ils disent, j'étais traitée, donc je suis traitée par des médecins, mais j'ai mon traitement, je renouvelle mon ordonnance, toujours le glucophage depuis 20 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, sous metformine. Impossible, parce que déjà, l'évolutivité de la maladie, le diabète, il évolue pour son propre compte. Tant que la durée du diabète, elle avance, tant que la perturbation du profil, il est perturbé. Donc, on est obligé de faire une escalade thérapeutique, monothérapie, bithérapie, trithérapie. S'il n'y a rien, initier l'insuline. Donc, initier l'insuline, sinon intensifier l'insuline. Même l'initiation de l'insuline, on est obligé d'avoir le recours à ça. Ces schémas de l'escalade thérapeutique. Regardez, on commence par les mesures hygiéno-diététiques dès le départ. On attend uniquement 3 mois, pas plus. Si le malade ne répond pas aux mesures hygiéno-diététiques 3 mois, on est obligé de passer par la metformine. La metformine 3 mois, sinon 2 ADO, bithérapie, sinon trithérapie. Au bout de 3 mois, regardez, même pas une année, on donne une année au malade. Si le traitement oral ne donne rien, on est obligé d'instaurer une insuline basale. Ça veut dire soit Levemir, soit Basalogue, soit le Basalogue, soit Lantus. On a 4 produits de basal, ça dépend des laboratoires, pour améliorer la glycémie à jeun et améliorer l'insulinémie basale. Si l'insuline basale elle est insuffisante, on est obligé à passer à l'insuline basale plus. Qu'est-ce que ça veut dire, l'insuline basale plus? Ça veut dire qu'il faut chercher le profil postprandial le plus élevé et on ajoute l'insuline, sinon basal bolus. Regardez une escalade de pas à pas, on ajoute mesure hygiéno-diététique, glucophage sulfamide, glucophage glycine, glucophage glitazone. Donc, on est obligé, s'il ne donne rien, une insuline basale, une insuline basale plus, une insuline basale 2 plus et une insuline bolus. Bolus, ça veut dire plus de 3. Regardez le principe mimer la sécrétion physiologique. Dommage, il y a une animation là-dessus. Donc, j'ai fait une bonne animation, mais malheureusement, donc, je n'ai pas le produit là. Donc, je suis gênée par l'animation. Regardez, c'est un sujet normal où j'ai dit tout à l'heure, il y a une insuline basale et il y a une sécrétion d'insuline au moment des repas. Quand on mange, on a un pic. Quand on mange à 8 heures, quand on mange à midi, quand on mange à 20 heures, on a des pics. Si la glycémie en jeun, elle est perturbée, on est obligé de donner uniquement l'insuline lente. Si les glycémies postprandiales sont perturbées, on est obligé de donner à chaque moment du repas un bolus d'insuline pour mimer la sécrétion physiologique de l'insuline. Parce que la sécrétion physiologique, c'est ça. On a une insulinémie de base sécrétée pendant les 24 heures et on a des bolus à chaque repas. Et si on traite le malade d'une façon convenable, on donne une insuline lente et on donne des insulines bolus à chaque repas. On a des différents schémas. Le premier schéma, c'est quoi? Le schéma basal bolus, c'est qu'on a vu. Donc, on donne 4 injections. Une injection lente à 22 heures, c'est-à-dire il faut maintenir le même horaire d'injection et on fait 3 injections. Une injection à 8 heures, une injection à midi, une injection le soir. C'est ce qu'on appelle le schéma basal bolus. Basal, c'est ce qui est en vert, bolus, ce qui est à un moment des repas. On injecte 3 à 4 injections. C'est ça le schéma basal bolus. Donc, on a le schéma, d'autres schémas. On a l'injection d'insuline lente au coucher. Une seule insuline, c'est tout. Pourquoi une seule insuline? Quand on a fait un profil glycémique, le malade, il a ramené une glycémie à jeun, c'est-à-dire de 8 heures, elle est élevée. Uniquement la glycémie. On est obligé de passer à une unique injection, c'est l'insuline basale, le soir, à 22 heures, pour améliorer l'insulinémie basale. Et
associés, un comprimé à 8 heures, un comprimé à midi et un comprimé le soir. Ce schéma-là, on l'appelle le bedtime. Le bedtime, c'est quoi? C'est les ADO associés à l'insuline lente. Le schéma insuline lente au coucher plus insuline rapide, c'est ce qu'on appelle le basal plus. Le basal plus, c'est quoi? On donne une injection de l'insuline lente pour améliorer ça, améliorer l'insulinémie basale, mais on cherche, c'est-à-dire on demande au malade de faire un profil glycémique au chauffe-eau. Est-ce que la glycémie est à 8 heures, à midi, à 20 heures? Donc la glycémie la plus élevée, que ce soit à 8 heures ou à midi ou à 20 heures, on donne une insuline au moment voulu, c'est-à-dire au moment où les glycémies sont élevées, soit à 8 heures, soit à midi, soit à 20 heures, ce qu'on appelle basal plus, c'est-à-dire basal ajouter une insuline bolus. On a une insuline lente au coucher plus une insuline avant deuxième repas, c'est-à-dire basal 2+. C'est-à-dire, on a injecté de l'insuline lente et on a vu quand à 8 heures, c'est bon, c'est bon, mais qui est que le repas copieux, c'est à 8 heures ou à midi, on a les Algériens, ils mangent beaucoup à 20 heures parce qu'à midi, la majorité mange dans le travail. Donc, on est obligé d'ajouter une injection à midi et une injection le soir. Donc, c'est ce qu'on appelle basal 2+. Basal polus, donc plus de 3. Regardez, une injection ici, avec une basale. Ça veut dire, donc on donne une basale à 22 heures, on donne une insuline rapide à 8 heures, une insuline rapide à midi et une insuline rapide à 20 heures. Une approche centrée sur le patient. Dès le départ, j'ai dit que le patient diabétique, chaque cas est un cas. Individualiser le traitement est la pierre angulaire du succès. Il est important d'individualiser la cible thérapeutique. Le premier slide, donc j'ai dit l'objectif thérapeutique n'est pas le même. Chaque cas est un cas. Définir pour chaque patient le taux d'hémoglobine. C'est une question qui a été posée la fois passée. C'est-à-dire, est-ce que l'hémoglobine sera de la même manière pour tous les diabétiques? Non. Donc, il faut peser le pour et le contre. Hémoglobine glyquée à 6 jusqu'à 8 en fonction des facteurs et en fonction des paramètres. Meilleur compromis entre bénéfices et risques, c'est éviter les complications tout en évitant l'hypoglycémie, tout en évitant le surpoids et améliorant la qualité de vie. Si on répond à ces 4 questions, éviter les complications, éviter les hypoglycémies, éviter la prise de poids et améliorer la qualité de vie, on est dans l'objectif et on est bénéfique pour le traitement. Cette individualisation, pourquoi on met le malade au centre actuellement? Toutes les recommandations internationales, ils insistent pour poser le malade au milieu et en fonction du malade, en fonction de ses facteurs de risque, en fonction de son entourage, en fonction des capacités financières qu'on peut juger nécessaires de la conduite à tenir. Et quels sont ces facteurs de risque? Regardez, de plus rigoureux au moins rigoureux. C'est-à-dire, plus rigoureux, l'hémoglobine glyquée, elle ne dépasse pas les 6. Là, l'hémoglobine glyquée, elle peut dépasser les 8. Si on a une motivation du patient très motivé, on est à l'aise. On peut avoir une hémoglobine rigoureuse à 6. Il est peu motivé, on peut accepter les 8. Risque d'hypoglycémie. Il fait beaucoup d'hypoglycémie, il faut faire attention. Donc, on peut accepter les 7 et les 8. Il n'y a pas d'hypoglycémie, on peut accepter les 6%. La durée du diabète, tant qu'on avance dans le diabète, tant qu'on est moins rigoureux parce qu'il y a des facteurs de risque associés, il y a des tares associés. L'espérance de vie. Un malade de 80 ans, on est à l'aise à 8. Un malade qui a 30 ans, 35 ans, il faut être rigoureux. La comorbidité, un malade qui a une insuffisance rénale, une néphropathie, une rétinopathie, une neuropathie, donc il faut faire très attention, il faut tenir le frein à main, il ne faut pas être vigilant et avoir une hémoglobine à 6 pour poser au malade dans la complication
numéro un qui est mortel dans le pronostic vital, qu'on ne peut pas juger. Si on n'agit pas très vite, le malade, au bout de 6 heures, il meurt. Donc, il vaut mieux être moins large. Les complications cardiovasculaires, quand elle est absente, on est à l'aise, on est rigoureux. Quand elle est sévère, il faut accepter les 7 et les 8. Les ressources, il faut dépasser les ressources parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assurés. Les recommandations, ils sont toujours les recommandations qu'on a, toujours commencer, parce que c'est une animation ici, donc toujours commencer par la metformine. Si l'hémoglobine glyquée il n'est pas à la cible, on est obligé d'ajouter cette metformine, soit au sulfonylurie, soit le glycidiol, soit le DPP4, soit le SGLT2, soit le GLPA, soit l'insuline. Regardez, dès la première étape, si la bithérapie, elle ne donne rien, on a la trithérapie. La trithérapie, ça veut dire la metformine, n'importe quelle classe thérapeutique, il faut ajouter la troisième classe. Et sinon, si la trithérapie, elle ne donne rien, la combinaison injectable, elle est là, soit une insuline basale, soit une insuline basale plus. Donc, et on est obligé, quand débuter l'insuline, d'emblée, insulinothérapie, quand on a une insulinopénie, quand on a un amaigrissement, quand on a des comas cétosiques. Au diagnostic du diabète très équilibré, même quand on a un diabétique de type 2, il ramène une hémoglobine glyquée à 12%, il faut insuliner le malade pour améliorer la glucotoxicité et revenir au traitement oral. La durée d'évolution longue de la maladie est obligée de traiter le malade par l'insuline. Les cas particuliers, le patient avec une hémoglobine de base élevée, on est obligé de combiner les deux agents thérapeutiques avec l'insuline. Si les symptômes et ou avec des glycémies qui sont supérieures à 3, hémoglobine dépassée, le traitement par insuline, elle est de pair, devrait être envisagé d'emblée et ce traitement est obligatoire lorsqu'il existe une cétonurie. Sauf en cas d'argument pour le diabète de type 2, lorsque les symptômes sont corrigés, la glycotoxicité corrigée, l'affection intercurrente, elle a disparu, on peut retourner au traitement oral et on peut retourner à la première démarche quand il n'y a pas d'infection. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Les objectifs de la glycémie et de traitement doivent être individualisés en fonction des caractéristiques de chaque patient et de sa maladie. Et j'ai expliquer les caractéristiques qu'on doit tenir compte. L'alimentation, l'activité physique et l'éducation thérapeutique restent la base du traitement du diabète. Donc, le diabétique de type 1, il ne peut pas suivre son traitement s'il n'est pas éduqué, s'il ne suit pas la bière angulaire du traitement, qui est les mesures hygiéno-diététiques. La metformine est le traitement de première ligne en dehors de ces contre-indications. Toujours, je dis, je redis, il faut toujours le peser, le pour et le contre, et discuter les contre-indications de n'importe quel produit pour ne pas tomber dans les effets secondaires. Après la metformine, on a tout l'arsenal thérapeutique à ajouter. Favoriser les analogues GLP-1 et les inhibiteurs de SGLT2 parce que le risque de cardiovasculaire, il est augmenté. Quand il est augmenté, on est obligé de passer à ces nouveaux médicaments, mais malheureusement, ils ne sont pas disponibles et malheureusement sont très chers et ne sont pas à la portée de n'importe quel malade. Une réduction globale du risque cardiovasculaire doit être l'objectif principal de traitement. Et vous voyez, on a tout un arsenal thérapeutique. On a beaucoup de malades et on a beaucoup de schémas thérapeutiques et chaque malade est un malade. Donc, c'est question de recettes de cuisine. Il faut améliorer les choses. Il faut savoir utiliser les ingrédients pour améliorer une recette de cuisine et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. On vous remercie énormément. On passe aux questions. Oui. Alors, pourquoi les ADO normalement contre-indiqués lors des complications dégénératives de diabète? Les complications les ADO sont contre-indiquées en cas de complications dégénératives du diabète. Donc, vous voyez que j'ai vu de l'élimination. L'élimination, elle est rénale.
Et quand on a une néphropathie, quand on a une insuffisance rénale terminale, le produit il n'est pas éliminé par le rein et on aura une toxicité du produit. Si on a une hépatopathie, une insuffisance hépatique, le produit il va être néfaste pour le foie. Et quand on a des complications dégénératives, ça veut dire on a une néphropathie, une rétinopathie et une cardiopathie dont il faut instaurer une insulinothérapie pour ne pas affaiblir le rein, affaiblir le cœur. Donc, on est obligé de passer à l'insuline. D'accord, merci beaucoup. Alors, lorsqu'on reçoit une question comment faire le diagnostic positif d'un diabète, quel que soit son type. Comment? Le diagnostic positif d'un diabète, quel que soit son type. Le diagnostic positif D'un diabète, quel que soit son type. Je n'ai pas compris la... Est-ce que vous pouvez, docteur, répéter la question directe? Alors, un mot sur l'autosurveillance glycémique, s'il vous plaît. L'autosurveillance glycémique, c'est quoi? L'autosurveillance glycémique, ça veut dire le malade. Il y a l'autosurveillance par les produits de surveillance, c'est le glucomètre. Le glucomètre, c'est quoi? Chaque malade, donc actuellement, un Algérien, il n'a pas le droit de dire que je ne peux pas faire un profil glycémique. Parce que les mitoyens, les Marocains, les Tunisiens, ils n'ont pas l'opportunité d'un Algérien. La majorité, ils ont minimum 2 glucomètres. Mais malheureusement, quand ils viennent en consultation, il n'y a pas le profil glycémique. L'autosurveillance, c'est quoi? Ils font, donc ça dépend, chaque cas est un cas. Si la malade, il est sous uniquement metformine, il a le droit de faire 1 à 2 glycémies jour. Si le malade il est insulinothérapie, donc avec une multiple injection, il a le droit de faire 4 à 5 injections jour. Ça veut dire une glycémie à jeun, une glycémie postprandiale. Une glycémie à jeun, c'est-à-dire à 8 heures, avant midi et avant le dîner. Le glycémie postprandiale, ça veut dire 2 heures après la première bouchée de l'alimentation. Il compte 2 heures, il fait un profil glycémique. Et ça, c'est l'autosurveillance glycémique. On a d'autres moyens de surveillance. On a les appareils qu'on n'a pas sur le marché algérien. C'est les lecteurs qui sont déjà incorporés dans le corps. Et ils font l'autosurveillance et ils font le bolus d'injection. C'est-à-dire ils sont communicants avec les pompes à insuline. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, est-ce que le traitement chez le diabète de type 1, on reçoit uniquement l'insuline et quand il reçoit les autres, quand il peut recevoir les autres médicaments, et quels sont les... Ça s'est coupé. Ça s'est coupé, j'entends pas. Alors, vous m'entendez? Maintenant, oui. D'accord. Est-ce que le traitement chez le diabète de type 1, on reçoit uniquement l'insuline et quand il reçoit les autres médicaments, quels sont les types ou les classes qu'il peut prendre? Donc, c'est clair, c'est une question claire et réponse claire. Le diabétique de type 1, il n'y a pas d'autre arme thérapeutique que l'insuline. Pourquoi? Parce que tout découle de la physiopathologie. Dans le diabète de type 1, il y a une carence absolue en insuline. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cellules qui sécrètent de l'insuline. Quand on donne le sulfamide, ils vont sécréter de l'insuline préformée. Chez le diabétique de type 1, il n'y a pas d'insuline préformée, il n'y a pas de cellules du tout. Donc, le traitement efficace du diabète de type 1, c'est l'insuline. Il ne faut pas jouer par le traitement ADO. Sauf la metformine, on peut l'ajouter pour améliorer. Quand on a un diabétique de type 1 qui est sous une forte dose d'insuline et on ajoute les doses et le malade ne répond pas, on peut ajouter 1 ou 2 comprimés de glucophage. Sauf ça, il n'y a plus rien d'ADO dans le traitement de type 1, diabète type 1. Merci beaucoup. Alors, pourquoi les insuffisances donnent l'acidose lactique en cas de metformine? L'acidose lactique, quoi? Pourquoi les insuffisances donnent l'acidose lactique en cas de metformine? Parce que la metformine, quand il y a une insuffisance respiratoire, une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, ça veut dire le produit, il reste dans le corps, il va dégrader le cycle de Krebs. C'est-à-dire il va faire dégrader
tout ce qui est comme produit toxique, il va avoir une lactatémie importante. Et cette lactatémie augmentée, elle va provoquer un coma acidocétosique. Mais sauf en cas d'insuffisance, c'est-à-dire dans les contre-indications de la metformine. En dehors, elle ne peut pas donner l'acidose lactique. D'accord, merci beaucoup. Alors, après le diagnostic du diabète de type 2, est-ce qu'on dose la protéine C ou la pré-insuline pour savoir si le malade a une section normale, donc il est insulino-résistant, ou par contre, il y a un déficit d'insuline? Dans le diabète, quand on est de louche, parce que comme l'ADA, parce que c'est diabète de type 1 long ou la slow d'idée, donc quand on a une réticence, est-ce que c'est un diabète de type 2, est-ce que c'est un diabète de type 1, est-ce que les cellules sont intactes, est-ce que c'est fonctionnel, est-ce qu'on a une sécrétion d'insuline ou pas, on peut doser les peptides C. Les peptides C, c'est quoi? C'est pour typer définitivement le type de diabète. Est-ce qu'il a une sécrétion d'insuline ou pas? Pourquoi les peptides C? Parce que c'est une pro-hormone. C'est une hormone qui est sécrétée, jumelée par l'insuline. Donc, quand on a les peptides C, en parallèle, on a l'insuline. Après le clivage, on a le peptide C et l'insuline. Si on a le peptide C à une forte dose, ça veut dire l'insuline existe. Ça veut dire qu'il y a un diabète de type 2. Si le peptide C, elle est nulle, c'est un diabète de type 1. Il faut insuliner le malade. Ou là, le malade, il est en insulopénie. Il ne faut pas jouer sur ça. Il faut insuliner le malade pour éviter tout problème de complications et de survie. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, chez un patient diabétique qui présente une insuffisance hépatocellulaire, quel est le type de traitement qu'on donne? Comment? Un diabétique, un patient diabétique, il y a? Oui, qui présente une insuffisance hépatocellulaire. Une insuffisance hépatocellulaire de préférence parce que tous les médicaments sont métabolisés au niveau du foie. Il faut insuliner le malade. Il ne faut pas jouer sur ça. D'accord. Est-ce que la metformine est arrêtée avant la chirurgie et pourquoi? Est-ce que c'est systématique? C'est systématique. La metformine, il faut arrêter la metformine quand le malade il est programmé en chirurgie parce que la metformine, quand elle persiste, elle peut donner des comas acidose lactique parce que la condensation du produit, il reste plus de 3 jours. Donc, il faut arrêter la metformine, soit avant la chirurgie, soit avant la radiothérapie qui utilise les produits de contraste pour éviter la décompensation. D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît, un mot sur les mesures donc déjà, le cours il est long. Les mesures hygiéno-diététiques, c'est quoi? Les mesures hygiéno-diététiques, ça veut dire la diététique qui doit être respectée et l'activité qui doit être respectée. Qu'est-ce que c'est la diététique? La diététique, c'est il n'y a pas l'interdiction. Parce que tout ce qui est interdit, surtout pour nos diabétiques, il faut éviter l'interdiction. C'est des recettes à donner aux malades. Donc, ils mangent d'une manière hygiénique. D'ailleurs, dans mes malades, je dis toujours, le diabète, ce n'est pas une maladie, le diabète, c'est une hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est quoi? C'est savoir manger et savoir participer à l'activité physique. Donc, savoir manger, c'est quoi? Tout ce qui est sucré, qui est comme surtout pour un sujet âgé. Un sujet âgé qui opte pour les bonbons, ce n'est pas un sujet normal. Un sujet âgé qui boit 2 litres de limonade jour, ce n'est pas un sujet normal. Un sujet âgé qui prend des gâteaux à sa guise, pour moi, il est en dehors d'un sujet normal. Ce n'est pas parce qu'il est diabétique. Si on le compare avec un sujet normal, ce n'est pas normal. Donc, j'ai pas mal de malades, donc je remplace l'eau avec de la limonade. Aussi bien pour moi que pour mes enfants. Malheureusement, il est diabétique, il va faire un diabète pour tous ses enfants. Donc, les mesures hygiéno-diététiques, c'est quoi? Tout ce qui est sucré pour un adulte, c'est contre-indiqué. Et pour les sucres lents, il faut savoir manger. Je dis aux patients, donc, il y a des gens qui mangent beaucoup, il y a des gens qui mangent moins. Donc, c'est l'assiette journalière. Ils choisissent
assiette. S'il mange beaucoup, c'est une grande assiette. S'il mange moins, c'est petite assiette. Il va la diviser en deux. Un moitié, c'est les légumes, plein de légumes. La deuxième moitié coupée en deux. La première, c'est pour les féculents et la deuxième, c'est pour les viandes ou là pour les poissons. S'il respecte cette ration, il ne pourra jamais avoir un déséquilibre diététique. Et bien sûr, l'activité, s'il ne pourra pas faire un sport, pas mieux que la marche, 30 à 1 heure par jour améliore les choses. Merci beaucoup, docteur. Alors, quels sont les minimums d'arguments nécessaires pour dire qu'un tel patient est diabétique? Les caractéristiques. Oui. Mais quel type de diabète? Parce que les caractéristiques, ça diffère. Est-ce que c'est un diabétique de type 1? Est-ce que c'est un diabétique de type 2? L'étape, le cours passé. Si le diabétique de type 1, c'est clair. Au bout de 3-6 mois, s'il n'est pas traité, il tombera en coma. Pour le diabétique de type 2, il n'y a pas de signe, malheureusement. Il n'y a pas de signe. Je dis, je redis. Il y a rarement les signes cardinaux. Il n'y a pas de syndrome polyropolitique. Il n'y a pas de syndrome polyphagique. Il n'y a pas de... C'est des fois de la complication qui révèle le diabète. C'est pour cette raison, les caractéristiques numéro 1, faire une glycémie ne serait-ce que chaque année, une glycémie à jeun et postprandiale. À raison de 20 000, on peut diagnostiquer à temps notre diabète. Donc, si c'est possible chaque 6 mois, si ce n'est pas possible chaque année pour diagnostiquer un diabète qui peut passer inaperçu. Et je tire la sonnette d'alarme, ce n'est pas une glycémie à jeun. Une glycémie à jeun et postprandiale en même journée. Parce que la majorité ils font des glycémies à jeun et malheureusement, les glycémies à jeun se perturbent 5 ans après la perturbation de la glycémie postprandiale. D'accord, merci beaucoup. Alors, les effets indésirables de l'insuline. Les effets indésirables de l'insuline, à part l'hypoglycémie, quand la dose n'est pas respectée et quand le schéma thérapeutique n'est pas respecté, et la prise de poids. Sauf ça, il n'y a pas d'effet secondaire de l'insuline. Au contraire, on l'adore. C'est un produit qui est privilégié. Les gens qui compliquent, c'est les gens qui sont sous traitement oral. Les gens qui sont sous insuline avec une bonne titration, ils n'auront jamais de complications. L'insuline, elle n'a pas d'effet secondaire. Si on a une hypoglycémie, ça veut dire soit le malade, il a fait un surdosage, soit le malade, il a fait l'hypoglycémie, il a fait un surdosage, soit une activité excessive, soit une diététique qui est moindre. C'est-à-dire, il a décalé un petit peu la routine. S'il a pris du poids, ça veut dire qu'il mange beaucoup, il augmente ses doses parce que c'est lui. S'il fait de l'hypodystrophie, parce que comme effet secondaire, c'est l'hypodystrophie. L'hypodystrophie, c'est quoi? C'est des troubles trophiques. Ça veut dire quand le malade, parce que sont diminués, des fois des malades, ils changent rarement les goûts.